Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Vous allez bien? On est un peu en retard. Merci à tout le monde d'être venu. Qui vient pour la première fois d'Evox, levez la main et criez fort. J'entends rien les gars là. Vous me faites une autre mais vraiment fort. Ouais. Qui est venu les 8 éditions? Bravo. Ouais. Applaudissez-vous s'il vous plaît. On y est, ça y est, c'est parti d'Evox France. Il nous manque Antonio, tout va bien. Bon. Enfin, tout ne va pas bien, quand même. Tout ne va pas très bien. On va commencer parce que le temps est un peu compté. Zouer, Nicolas. Et Antonio, où est-il? Antonio qui arrive. Antonio en t-shirt noir. Alors, c'est moi qui bosse et ils savent même pas mettre en full screen. Ah, on n'a même pas mis en full screen. Ah, les Tiens, buses. mets-toi à droite, Zouer. Antonio, mets-toi au milieu. On avait dit t-shirt blanc. On avait dit t-shirt blanc, t-shirt noir. Tout va bien. Ok, super. Bienvenue à Devox France, 8e édition. On va commencer par beaucoup de merci. C'est vrai que là, on est 3 sur scène, mais comme vous pouvez le voir, on est une grosse équipe. Alors, il y a les polos rouges et les t-shirts rouges. Levez-vous. Criez fort. Voilà. Un grand Merci à eux, c'est grâce à eux que ça fonctionne en fait. Parce que si c'était C'est pas grâce à nous, c'est pas grâce à toi. C'est vraiment pas. Je bosse plus que toi, Mais Nicolas. bon, on verra. Par contre, sur la photo, vous voyez qu'il y a des gens qui n'ont pas de polo rouge. Ouais. C'est le programme comité. Le programme comité, levez-vous. Ceux qui choisissent les speakers, les 250 speakers. En fait, ils sont que. Voilà, donc Devox, c'est 3 jours, le mercredi, jeudi, vendredi, mais c'est une préparation de 6 à 8 mois, puisqu'on ouvre le call for paper, le comité travaille sur les sujets, on met en ligne, les polos rouges sont là, et puis à la fin, ça se finit au restaurant pour festoyer ça. Les speakers, justement, on a reçu 920 sujets. Il y a Arnaud qui est dans le coin, qui a drivé l'équipe de sélection des sujets. On a été aidé par les Golden Tickets, qui sont des gens comme vous assis dans la salle, qui ont voté, et qui ont voté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au final, il y a 247 speakers, 247 orateurs. Il y a un quart d'orateurs anglophones. On remercie énormément tous ces orateurs. Vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur YouTube. Voilà. Merci beaucoup aux speakers. Alors merci également aux sponsors, sans qui on ne serait pas là. Ils nous aident beaucoup dans le fait que l'événement soit sympa. Donc merci au Platinium. On a différents, vous avez vu, hein, il y a différents types de sponsors. Les platinium, les bronzes, etc. On a aussi les labs, donc juste à côté là, aujourd'hui et demain, vous aurez Google, vous pouvez faire des petits labs de quelques minutes sur des technos Google. Donc, alors, à côté, c'est-à-dire côté Paris, pour ceux qui ne sont pas dans l'amphi bleu, c'est le côté Paris, par là. Merci au Gold aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des sponsors qui sont là depuis le début, depuis 8 ans. On a eu IBM, on a notre partenaire Oxiane qui nous accompagne sur la formation, on a Ipon, et on a des nouveaux qui viennent tous les ans. Donc on est vraiment super contents. Il y a 69 exposants dans l'hall d'exposition qui est derrière vous. Les Silver, Zouer. Les Silver, comme tu dis. Les Silver. Voilà. Les Silver 1. Que dire de plus? Les Silver 2, la revanche. Les bronzes et à qui la parole, les amis? Les meet and greet. On relance, énergie. Alors, les meet and greet, tous ceux qui ont un badge peuvent assister ce soir. Un peu de concentration, les gars. Tous ceux qui ont un badge peuvent assister ce soir à partir de 19h30 au meet and greet. Donc c'est vin, fromage ou boire soft drink pour ceux qui veulent rester sobres. Et c'est de 19h30 à 22h30. Vous êtes cordialement invités pour le moment fort et le moment social de Devox France. Merci à nos sponsors meet and greet. Voilà.
Le code de bonne conduite, sur le site de Devox France, vous trouverez un code of conduct, un code de bonne conduite. Si vous assistez à des situations qui ne vous semblent pas normales, des situations de harassement, des choses qui vous inquiètent, vous contactez les pôles rouges que vous voyez et les 3 organisateurs que vous avez devant vous. Et voilà, on fera le nécessaire et on espère ne pas en avoir besoin. Ouais, l'idée c'est que tout le monde est le bienvenu. Et je sais que c'est un peu le cas parce que quand on a créé le Paris Jog il y a 12 ans, qui était là il y a 12 ans au Paris Jog, les premières du Paris Jog? Vous voyez, ils sont encore là. Donc, soyez pas timide, on vous voit pas. Et dites ouais. Il y en a un là, on le voit là. Ouais, merci. Donc voilà, on a des vieux de la vieille. Donc c'est qu'a priori l'ambiance est plutôt sympa et on compte sur vous pour que ça reste comme ça. Ah, que se passe-t-il? Le plan... Zouer, ça c'est toi qui n'as pas su mettre le plan. Il y a une fonctionnalité pour centrer l'image. Voilà, donc center. C'est le plan. Et les gars, noir et blanc, je veux pas dire. Toi, t'as pas pris le bon t-shirt. Bon, ok. On avait dit noir. On avait dit blanc. Donc, vous avez le badge. Sur votre badge, vous avez le plan. Le hall d'exposant est en bas. On est dans l'amphi bleu là. Le haut est en haut. La droite reste à droite et la gauche. C'est génial ce que tu dis. Voilà. C'est formidable. Pour ceux qui veulent assister à des labs, les labs sont sur les mezzanines avec des portes sur les côtés, donc à droite et à gauche. Alors, ce petit panneau que vous n'avez pas trop vu hier, parce qu'on a plutôt bien géré les salles, mais vous pouvez le voir aujourd'hui. Salle complète, merci de ne pas rentrer. C'est vrai que tout est enregistré sur YouTube et la personne qui rentre, qui passe devant la caméra, qui ressort, ça casse vraiment l'orateur. Respectez s'il vous plaît ces salles complètes où les panneaux interdits de rentrer. Les sessions sont enregistrées, elles sont dispo sur YouTube. Et en plus, au-dessus, là, il y a des overflows. On retransmet les salles qui sont complètes. Donc vous avez un overflow de ce côté-là et un de ce côté-là. Et vous pouvez aller voir tranquillement, assis, les présentations qui sont dans les salles les plus complètes. Ah, le gars, le slide, il est génial, là. C'est qui, là ? Et l'URL ? On avait dit qu'il fallait mettre l'URL. Oui, mais il fallait mettre l'URL, Zouer. Il fallait pas mettre URL du channel. C'était pas toi, Nicolas ? Ah non. Bravo. Je vous ai dit. On sent que ça bosse. On sent que ça bosse. Et l'orthographe aussi. Bon, enfin bref. Non, et puis on n'a pas 2000 vidéos. Non. Non, alors. Non, ce slide, c'est Zouer qui l'a fait, donc il ne faut pas en tenir compte. Voilà, on a un channel YouTube. C'est sur YouTube depuis quelques années, donc non, on n'a pas 2000 vidéos, mais on en a pas mal, on a un peu moins de 1000. L'URL du channel, vous tapez URL du channel et Google va trouver, hein, Zouer. Et sinon, voilà, on a 13 000 abonnés. Ça, c'est vrai, les chiffres sont bons. J'adore les chiffres. Oui, parce que c'est moi qui ai mis les chiffres. Et donc on a 13 000 abonnés. Channel avec 2 N, pas comme passionné avec 3 N, Nicolas, s'il te plaît. D'accord, ouais, ça arrive. Ah ouais, bon. Et là, c'est embarrassant, là. Alors, là, je suis spectateur. Bon alors, qui arrive à voir? Oh les gars, C'est parce qu'ils ont moins de 45 ans. C'est ça. Alors, majoritairement, les gens qui nous regardent sur YouTube et qui doivent rigoler sont des personnes qui sont en France, Belgique, États-Unis. Alors, un truc, on est désolé, 43% des gens qui regardent les vidéos sur YouTube sont sur Windows. Oh, et ensuite sous Android. Et ensuite sous Mac. Qui regarde sur Windows? Il y en a sur PlayStation. Qui regarde les... PlayStation 06. Ah oui, quand même. Qui regarde sur PlayStation? C'est vachement utile, ça. Ah ouais? Vous deux, là? Incroyable. Ce qui est important, c'est... Tu sors. 1,2 million de vues depuis 2016, mais surtout 500 000 vues depuis un an. C'est-à-dire que le volume qu'on produit, majoritairement en français, les orateurs qui sont là peut-être dans la salle, qui sont filmés, pour certains, ils ont dépassé les centaines de milliers de vues. Donc voilà. Alors quand même... Qu'est-ce qu'on devait dire d'autre? Sur les... Bravo les gars. Ouais. Sur les... Alors, pour les 686 personnes qui n'aiment pas, si vous n'aimez pas, voilà quoi. Ne regardez pas. L'application Devox... Un truc super important, oui, c'est donc l'application qui vous permet de suivre la conf à jour, en fait, s'il y a une petite modification de dernière minute. Et un truc super important pour nous,
c'est les votes que vous faites quand vous regardez un talk. Donc ça va vous demander, il y a les 3 slides, vous montre le process, ça va vous demander une authentification. Alors, on vous demande vraiment, ça serait vraiment sympa de votre part qu'à chaque fois que vous voyez un talk, vous mettez une note. C'est un feedback qui est important pour nous, mais aussi pour le speaker. Voilà, donc si ça lui permet, il est content s'il a une bonne note, et puis ça lui permet de s'améliorer s'il a une sale note. Voilà, une petite note et un petit commentaire, ça serait sympa de votre part. Merci d'avance. What else? Ah oui, l'application. Attends, Antonio. Il y a un truc là. Non, mais je l'ai rajouté parce que comme. Mais tu l'as rajouté quand? Je l'ai rajouté déjà hier avec la bonne police, Sans faute d'orthographe. sans faute Mais d'orthographe. par contre, ça, c'était pas prévu. Ça. Oui, parce que l'application a un bug, donc je crois que c'est résolu. Mais bon, bref, il y a le Café Philox comme chaque année. C'est demain de 13h à 14h30. Ça se passe en mezzanine là. L'idée, c'est durant la pause de venir philosopher sur notre métier du numérique. Donc voilà, comme c'est pas sur l'agenda papier et on l'a rajouté un peu à l'arrache hier sur l'appli. Et tu l'as rajouté un peu à l'arrache sur les slides. Ouais, la méthode à l'arrache. Voilà. Voilà, sachez que c'est demain pendant 1h30, on pourra philosopher. Ah. Allez-y. Hein. Non, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de philosophes. Qui connaît le problème des spaghettis et des philosophes? Ah ouais, quand même. Ouais. Eux, ils ont plus de 45 ans. C'est ceux qui ne voyaient pas la police. Allez, des chiffres, quand même. Mon dada, ça les énerve tous les ans, mais moi j'y vais, j'adore. 3235 personnes. 14 692 croissants. 9 tonnes d'eau. C'est vrai. Ça fait 6 palettes et demie. Exactement, merci Zouert. Ouais, t'étais là, tout sur la keynote l'année dernière. Voilà. Les polos rouges, les exposants. On était complet le 28 décembre cette année en termes de vente. On vous remercie énormément. Vraiment, un gros merci à tout le monde. Plus de 440 sociétés différentes qui envoient des gens. Merci beaucoup. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Superbe slide. Merci. Alors toi, c'est quoi ça? Comme c'est moi qui fais tout, c'est moi aussi qui fais les cascodeurs. Donc je voulais mettre un slide pour parler de moi. Et la touche 1. Non. De moi, il n'y a que moi qui m'intéresse. Me, myself and I. Voilà. Non, les cascodeurs, qui connaît les cascodeurs? Ne levez pas la main. Ah, non, quand mais ils même. connaissent tous. T'as vu Emmanuel? Voilà. Et ça va être Attends, le 10e anniversaire. Il faut que vous criez, parce qu'à la caméra, on ne voit pas vous. Alors, qui connaît les cascodeurs? Pas mal. Attendez, qui ne connaît pas les cascodeurs? Soyez pas timide. Bon, c'est le 10e anniversaire. Ça fait 10 ans que Manu a eu cette idée folle. Et ça se festoiera demain de 18h45 à 19h30. Je sais, c'est un peu tard, mais on l'a fait exprès, comme ça, les gens de province seront partis. Et on va faire ça entre Parisiens. C'est... Ah oui, il y a Audrey, flûte. Bon, bref. Donc voilà, demain, et il y aura plein de surprises. T'as mis d'autres slides? Attends, on me dit dans le micro qu'il y a aussi un super lot à gagner aussi. Alors, Zouer est le seul mec au monde qui a un micro qui parle. Vas-y, Bon, allez, Zouer. next. Oui, j'ai fait 2 slides parce que voilà. Moi, je dis plus rien. Ouais. Bon là les gars, c'est qui là? C'est pas moi, attends, c'est toi. Non, Next, c'est next. toi qui... Appuie c'est toi qui sur fais. next. Attends, s'il te plaît, attends. C'est Zouer. Merde. Voilà. Non, mais ils sont lamentables, mesdames et messieurs. Des petits applaudissements pour Nicolas, là, Ouais, parce bravo, qu'une board Nicolas. comme ça. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter là. Donc, écoutez, notre keynote courte avec de l'information superbe. Et merci d'être là Et pour. puis surtout des slides super réussis. quoi. Super, on a bien bossé. Et enfin moi, mais vous, moi. Ouais, enfin bon. Et donc voilà, amusez-vous bien pour Devox 2019 et on se retrouve en 2020 du 16 au 18 avril 2020 ici. Du 14 au 17. À 15 au 19. Non, 14 au 17. 15 au 17. 14 au 17, les gars. 15 au 17. Du 16 au non. 18. Et stop! Qu'est-ce que c'est que cette keynote? Ça va pas là?
Sérieusement, les gars? Reprenez, s'il vous plaît. Alors, Anthony. Non, mais on est un peu tendu. Bon, alors, le thème des keynotes, vous savez que chaque année, il y a un thème. C'est le bien-être au travail, la bienveillance entre les collègues. Voilà. Pas se bâcher, Non. pas Pas dire... Pas c'est... s'engueuler quand on rate les slides. Voilà. Pas rater ses slides. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Vous n'avez pas pris votre petit déjeuner? Vous savez, c'est le repas le plus important de la journée. Bah oui, On a fait venir des fruits bio. des pomelos même. Non mais Ah. ça se trouve, vous avez vraiment besoin de vous retrouver. Et ça tombe bien pour vous et tout le monde parce qu'on est jeudi et il y a Fred de Vitalizen qui donne des massages ici à Devox. Wouh! Ça va? J'aime. Non, moi, j'aime pas me faire masser. J'aime pas qu'on me touche. C'est pas mon truc non plus. Bon. Ok, je pense qu'il va falloir qu'on fasse du team building. Donc, et si on organisait un escape game? Non, moyen. Une salle de réalité virtuelle. Chasse au trésor. Je pense que j'ai ce qu'il vous faut. Une Fury Room. Ah ouais, pour Qui room. sait ce qu'est une Fury Room? Alors, pour les 3-4 qui n'ont pas levé la main, Oui. c'est un endroit où vous allez pouvoir exprimer tout votre stress, toute votre passion, vous allez pouvoir casser les choses, les casser les trucs. murs, casser les ordinateurs. Attends. Casser des ordis? Un coup Casser de batte de des baseball? Ouais, tu t'y vas. Des MacBook Pro Oui. Oui. À 4 000 €? Je sais pas, c'est qui Avec qui s'occupe des du budget claviers. Des un photos peu sur moi. d'Antonio aussi. Oui, on m'a mis des photos d'Antonio si vous voulez. Allez, on y va les gars, Allez. on y va. Bon allez, Allez, Bon, ben on merci. prend le relais. Allez vous reposer. attends 2 secondes, j'ai oublié un truc. D'accord. Ah oui, très important. La casquette. Bah oui, attends, parce que comme ça je suis mignon. Bah oui, comme ça, t'es mignon. Bon, alors, on en est où? C'est à... Eh oui, le thème de cette année est le bien-être au travail. Équilibre vie privée, vie professionnelle. 5 orateurs de talent nous font la gentillesse de venir partager leur savoir avec nous. Oui, et on va commencer tout de suite avec notre premier invité, du coup, qui est Christian Forêt. Christian Forêt, qui était tour à tour freelance, architecte SI, et ingénieur et philosophe. Un fort applaudissement pour Christian Forêt. Antonio? Hop. En tant qu'ingénieur et philosophe, vous allez devoir nous aider, vous allez pouvoir nous aider sur les courts-circuits normalement. Ouais, le pétage de plomb. Ah ouais, non, je suis désolé. Attends, on reprend. Donc Christian, vous êtes partenaire chez Octo Technologies, ancien président de l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou et membre du conseil d'administration de l'association Ars Industrialis fondée par Bernard Spiegler. Ouais. Et en plus de ça, parce que vous avez quand même du temps pour écrire et coécrire des livres, accrochez-vous. À passer Pour la en soirée à finir réviser. avec la mécroissance. Elle les a appris par cœur. Moi, j'ai pris le papier. Mais, Et je sais pas, c'est juste le happiness qui m'a fait ça. Pour en finir avec la mécroissance, culture politique et ingénierie des réseaux sociaux. Et le titre qui était un peu plus difficile, mais que Attends, j'adore, roulement de tambour. Allez. Organologie des savoirs et technologie de la connaissance. 2 Ça heures va du mat. Parfait. Allez. Donc dans le Digital Study, comme je disais, assez intéressant. Un peu chaud, mais vraiment bien. Ouais. Je l'ai fait. Et donc vous venez maintenant nous parler de la quête de sens, de Maslow et de David Graeber. Dévoxiens, dévoxiennes, accueillons chaleureusement Christian Forêt. Forêt. Alors effectivement, merci pour votre invitation. Le thème c'était le bonheur au travail.
quand on avait discuté en fin d'année dernière, et on m'a dit, tu veux venir parler de quoi? Le bonheur au travail. J'ai quand même rajouté bullshit, parce que vous allez voir pourquoi. Alors, moi, je fais des liens parfois entre des sujets comme ça, peut-être vous aussi. Alors, je ne sais pas si il faut que je... C'est juste pour être sûr qu'il marche. Ah non, c'est Microsoft Update. Tout ça, c'est répété, bien sûr. Hein, ça fait partie du script, vous avez tout compris. Hein. Alors, je disais donc des liens. Et quand on me parle du bonheur, j'ai eu cette image. C'est le bonheur des dames, c'est Zola. Là, vous avez l'affiche d'un des films inspiré de l'œuvre de Zola. Et c'est quoi le bonheur des dames? C'est l'arrivée de la grande consommation, les grands magasins à Paris. Et c'est un peu le temple de on trouve de tout et c'est le bonheur. Alors c'est le bonheur, mais rétrospectivement, un peu plus de 100 ans plus tard, on se dit la grande consommation, le bonheur, c'est quand même, il y a quelque chose qui ne résonne pas exactement de la même manière aujourd'hui après coup. Et puis ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le bonheur des développeurs, c'est pas tellement le bonheur des dames. Enfin, je sais pas, il y a encore des développeurs à Devoxx? Oui? Bientôt, il n'y en aura plus. C'est ça le bonheur des développeurs? En fait, c'est une manière de rigoler. Tout le monde, pas simplement les développeurs ou ceux qui travaillent dans l'IT d'une manière générale, tout le monde rêve de ne pas travailler. C'est ça le bonheur au travail. Donc on sent bien que si on rigole quand on parle de bonheur au travail et qu'on présente ça, une image de la gaffe, c'est très certainement que ça ne va pas forcément ensemble, bonheur au travail et ces deux termes, quoi. Et si je poussais le bouchon un petit peu plus loin, je présenterais cette image qui est, que tout le monde a vue, je crois, une fois. C'est cette image qui promeut The American Way of Life, publicité donc, qui vante la famille idéale, le chien, la voiture, la consommation, on va se promener. Et puis la réalité, ça a été sûrement pris pendant la crise dans les années 30 aux États-Unis. La réalité, c'est une population qui est totalement différente de ce que nous présente cette publicité. Et dans le bonheur au travail, il y a ça. Imaginez aujourd'hui un panneau publicitaire, le bonheur au travail, et puis, aujourd'hui, ça serait des gilets jaunes. La réalité qui fait que ce sont des termes qui ne sont pas facilement conciliables. C'est pour ça qu'il y a ce terme de bullshit. Et le terme de bullshit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est David Graeber. Il y en a qui ont lu David Graeber, juste, qui connaissent, levez la main. Pas tant que ça. David Graeber est professeur à la London School of Economics. C'est un anarchiste. Il est derrière des mouvements comme Occupy Wall Street. Il a écrit un best-seller sur la dette. Il expliquait 5 millions de dettes, je crois que c'était le titre. Ça, c'était un de ses ouvrages ultérieurs. En français, il a été traduit par La bureaucratie, je crois, tout simplement. C'est celui qui m'a fait comprendre que finalement, en tant que développeur, qu'est-ce qu'on fait? On passe son temps à développer des formulaires, des formes et des formes et des formes et des formes. Imaginez, vous revenez 20 ans en arrière et vous dites à ceux qui ne connaissent pas encore tout ce que vous avez vécu ces dernières années, tu verras, c'est formidable, il y aura bientôt plein de formulaires en ligne, tu pourras remplir plein de choses tout le temps. Ça ne fait pas forcément rêver. Ça m'a fait dire, putain, je suis un artisan de la bureaucratie numérique, une puissance 10. Et j'ai pris cette image aussi parce qu'il a lui aussi un gilet jaune, pour rester dans l'actualité. Mais il a écrit aussi un livre un petit peu plus tard, à partir d'un article qui a eu beaucoup d'écho en 2013, où il a parlé explicitement des bullshit jobs. Donc David Graeber, il est universitaire, il lui arrive de faire des soirées où on rencontre des gens qu'on ne connaît pas. Bonjour, ça vous est certainement arrivé en soirée. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et les gens lui répondaient, pas grand-chose. Et il prenait ça pour de la politesse. Mais vraiment, non, vraiment, c'est pas intéressant. Et il est parti de là, il a mené une enquête, il s'est rendu compte qu'effectivement, les gens faisaient n'importe quoi. Enfin, c'était vraiment pas intéressant ce qu'ils faisaient. Et donc, il a thématisé ces bullshit jobs. Là, vous avez la version anglaise et puis la traduction en français qui est à peu près pareil. Voilà, bullshit jobs. Mais si je fais un zoom sur la petite pastille jaune, il y a une définition qui dit un job à la con, c'est une forme d'emploi rémunéré qui est si totalement inutile, superflu ou néfaste que même le salarié ne parvient pas à justifier son existence. Alors vous rigolez parce que vous dites « Ah bon, j'en connais au boulot, ça me rappelle quelqu'un. » Et puis il y en a aussi qui rigolent, qui se disent « Merde, je suis démasqué. »
Souvent, c'est des professions quand même de type avocat d'affaires. On ne sait pas trop ce qu'ils font, eux-mêmes ne le savent pas. C'est dans une mentalité un peu anglo-saxonne. On a un peu moins ça en France, mais on a quand même des bullshit jobs, je crois. Je crois qu'on n'a pas forcément un bullshit job, c'est pas binaire ou pas bullshit jobs. Je pense qu'on est tous confrontés, en tout cas moi je le suis, à des bullshit tasks. C'est-à-dire des tâches, je ne sais pas pourquoi je les fais, c'est abrutissant, ça m'embête, des réunions, que sais-je, bon voilà. Et on essaye de faire en sorte d'en avoir le moins donc. Alors ce que je vous propose très rapidement, c'est d'essayer de sortir de cette aporie, de cette difficulté. Qu'est-ce que ça veut dire le bonheur au travail? Est-ce que c'est pas provocateur? Est-ce qu'on peut vraiment être heureux au travail? C'est quoi la douleur derrière? Je vais partir de Papy Marx, parce qu'il donne une définition, Marx, qui est très utile aujourd'hui, je crois. Ceux qui me connaissent m'ont peut-être déjà entendu en parler. Il décrit ce qui va nous permettre de comprendre quels sont les ressorts du bonheur au travail ou du bien-être au travail, si on adoucit un peu le terme. Moi, je ne l'adoucis pas, je prends bonheur parce que ça claque encore plus, alors que bien-être au travail, ça passe un peu mieux. Alors, ce qu'il dit, la définition que je voudrais vous proposer, c'est celle-ci. Il assiste à l'arrivée de la révolution industrielle, hein, c'est le spectateur de ça, il la théorise et il parle des prolétaires et de la prolétarisation. Alors, cette définition, c'est la suivante. La prolétarisation, c'est ce qui consiste à priver un sujet de ses savoirs. Alors, le sujet, ça peut être un producteur, un consommateur, un développeur, de ses savoirs, toute forme de savoir, savoir-être, savoir-faire, etc. Si vous êtes au travail et que vous êtes en train de vous prolétariser, on va voir ce que ça veut dire, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas heureux dans votre job et dans votre emploi. Lui, ce qu'il voit, c'est ce qu'illustrera un petit peu plus tard Charlot, les temps modernes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se retrouve dans des conditions de travail, avec l'avènement de la mécanisation et de la révolution industrielle, où l'ouvrier, c'était encore, comme le terme l'indique, l'ouvrier, il œuvre. Ouvrier, œuvre, il y a quelque chose, il y a un rapport évident dans les deux termes. Il a un geste, il a un savoir-faire, etc. Mais quand l'ouvrier se retrouve confronté à la machine, son savoir passe dans la machine. Et donc il est prolétarisé. C'est-à-dire qu'il ne développe plus de savoir. Et du coup, ça devient abrutissant, pas intéressant, et il est complètement incongru de parler de bonheur au travail. Et vous voyez d'ailleurs, le seul geste que fait Charlot sur l'affiche du film, c'est le geste du prisonnier ou de celui qu'on arrête, c'est-à-dire je lève les bras pour activer juste une manivelle et je ne suis plus un ouvrier. Je suis prolétarisé. Et Marx avait dit, vous verrez un jour tous des prolétaires. De manière commune, on entend prolétaire par pauvre. On dit les prolétaires, c'est les pauvres, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Prolétaire, c'est celui qui perd ses savoirs. Il se trouve qu'au bout d'un moment, ça provoque un mécanisme de paupérisation. Mais ce sont deux choses qui sont totalement différentes. Aujourd'hui, tous nos métiers sont potentiellement plus ou moins prolétarisés. Vous allez chez votre médecin, un médecin qui ne vous ausculte plus, qui vous pose des questions et qui remplit le formulaire rempli par l'industrie pharmaceutique. Vous allez au restaurant, c'est le cuisinier qui ne cuisine plus, qui réchauffe des plats. Elle a perdu le savoir-faire de la cuisine. Toutes les professions sont comme ça, confrontées à cette perte de savoir. Si vous êtes développeur, que vous utilisez un framework, quel qu'il soit, ça vous prolétarise. C'est-à-dire que ça fait des choix à votre place et au bout d'un moment, vous ne comprenez plus, vous ne connaissez plus les choix qui sont faits et du coup, ça décide à votre place. Le savoir, il est passé dans le framework et vous ne l'avez plus. Même si, au début, utiliser un framework, ça facilite la vie. Mais au bout d'un moment, le risque, c'est toujours, je perds les savoirs et les connaissances de ce que je suis en train de faire. Face à cet enjeu, et je voudrais l'illustrer d'une manière explicite, juste pour dire que prolétaire, ça ne veut pas dire pauvre. Là, Alan Greenspan, le patron de la Réserve fédérale, c'est un prolétaire à 1 million d'euros par mois, parce que lui, il disait, juste après la crise des subprimes, enfin, vous étiez en charge, le patron de la Réserve fédérale, c'est celui qui est le patron de l'économie mondiale, en gros. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me dis, j'en sais rien, j'ai rien compris. Et je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Et donc, c'est-à-dire qu'il a perdu le savoir de l'économie, il pensait que tout se régulait, que c'était magique, il dit « Ah merde, non, ça ne marche pas comme ça ». Donc, c'est un prolétaire. Fondamentalement, derrière cette logique du prolétaire, il y a l'opposé de ce que j'évoquais quand je parlais de l'ouvrier, quand je disais que l'ouvrier, il œuvre, et ce n'est pas un prolétaire, un ouvrier. Ça le sera quand ça deviendra un ouvrier spécialisé, c'est-à-dire on lui demande d'être au service de la machine.
fondamentalement, ce qui va faire que quelqu'un n'est pas heureux au travail, c'est-à-dire qu'il est en train de se déprolétariser, c'est qu'il va être confronté à du désœuvrement. Quelqu'un qui, dans son travail, est désœuvré, c'est-à-dire qu'il n'œuvre plus. S'il n'œuvre plus, il ne génère plus de savoir, ça n'a plus de saveur, et donc je ne peux pas être heureux. Donc ça, c'est une manière de répondre. Je ne sais pas ce que c'est le bonheur au travail, mais si je regarde la situation par ce qu'on appelle la via negativa, c'est-à-dire par ombre chinoise, en essayant de voir ce que ce n'est pas, je suis sûr que la réponse est celle-ci. Le bonheur au travail, c'est certainement pas quelqu'un qui est désœuvré. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'investir dans son travail. En français, on a cette chance qui est qu'on a des mots qui ont des racines et qui ont des similarités et qui nous rappellent que les savoirs, ça a des saveurs. Et si vous faites un job dans lequel vous êtes désœuvré, vous êtes incapable de vous investir, c'est-à-dire que c'est un job qui n'a pas de saveur. C'est quoi? C'est un job qui est insipide. C'est ça, le contraire du bonheur. Le bonheur, c'est toujours des saveurs, ça génère des savoirs, et le contraire, c'est les désœuvrements et le côté insipide. Il y a quelqu'un qui a vécu ça, cette expérience, un peu d'avoir un bullshit job et de basculer. Peut-être certains d'entre vous connaissent ce texte qui est assez connu, je crois, dans la communauté du software craftsmanship. C'est Matthew Crawford, il était consultant, je ne sais plus dans quoi exactement, il était consultant, il se faisait chier, sa vie n'avait aucun sens, il était complètement désœuvré, il a tout plaqué, il a dit « je vais monter mon business de réparer des motos, des vieilles motos, des motos anciennes ». Et il a produit un livre qui est le fruit de cette expérience, qui a été traduit en français par l'éloge du carburateur. Et il dit, j'ai retrouvé du sens à ma vie, je suis en train d'œuvrer, je répare des choses bien concrètes, je rends service à des gens, je vois l'effet de mon travail, toute la rhétorique que j'évoquais à l'instant, ça a de la saveur, etc. Et il en a fait une philosophie de vie qui explique quelle est la meilleure façon finalement de retrouver le bonheur au travail, c'est de trouver du travail dans lequel on puisse s'investir. C'est-à-dire le contraire de celui qui est le spéculateur, qui peut spéculer sur rien, celui qui s'investit dans son travail. Non, c'est mon code, c'est mon appli, une notion d'investissement qui est particulier. Derrière, évidemment, il y a tout ce mouvement de software craftsmanship qui reprend, puisque c'est l'artisanat, tout le vocabulaire du geste, du travail bien fait, de la saveur, de l'accomplissement, de l'investissement dans son travail, etc. C'est toute cette logique-là qui est mise en œuvre derrière le mouvement de software craftsmanship. Et parfois, il faut le dire, j'ai utilisé, moi, des images qui illustraient le software craftsmanship, comme par exemple celle-ci. Celle-ci, là, mais celle-ci qui vient après. Vous l'avez vu, cette image, peut-être? Oui, en cherchant, non. Je l'ai utilisée, moi, et en refaisant la keynote, en préparant cette keynote-là, je me suis rendu compte que c'était un contresens total, parce que celui qui est illustré, là, ce n'est pas un ouvrier ou ce n'est pas un artisan. C'est vraiment l'ouvrier spécialisé dans un contexte industriel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait juste, il active le levier. C'est tout ce qu'il fait. Donc, utiliser cette image-là pour illustrer le software craftsmanship, c'est un contresens total. Total. C'est le contraire. Alors, si je présente ça à un codir, ils ne vont rien voir. Mais vous, normalement, vous devriez voir qu'il y a une embrouille quand on essaye d'associer le software craftsmanship, l'artisanat, le fait d'œuvrer avec ces images qui vantent la politique d'industrialisation soviétique ou autre. Donc c'est un contresens total. Dans ce que je dis derrière, en fait, il y a une distinction qui commence à émerger de manière beaucoup plus large. Cette distinction, c'est celle qui consiste à distinguer l'emploi du travail. Il m'arrive souvent de dire, je connais plein de gens qui ont un emploi, mais qui ne travaillent pas. Et ce n'est pas une caricature de la fonction publique, ou non. C'est très, très répandu partout. Et inversement, je connais plein de gens qui travaillent, qui n'ont pas d'emploi. C'est quelque chose qui a été thématisé, si vous voulez en savoir un peu plus, si ce sujet-là vous intéresse et vous pensez qu'il est important, dans un petit livre, je présente celui-ci, même s'il y a d'autres références, parce que Bernard Stiegler a produit, c'est un petit livre qu'on trouve dans les librairies au niveau de la caisse, qui se vend très bien, qui est très petit, qui est très clair et pédagogique, dont le titre est « L'emploi est mort, vive le travail ». C'est-à-dire qu'il commence à faire cette distinction entre on nous parle de l'emploi, on nous parle de l'emploi, on nous parle de l'emploi, mais le vrai sujet, c'est le travail. Ça ne sert à rien d'avoir un emploi
si on ne travaille pas, c'est-à-dire si on est désœuvré, si ce n'est pas intéressant, si c'est non seulement le bonheur, mais voire même le burn-out et tout ce que ça peut générer. Donc il faut vraiment distinguer l'emploi du travail. Et le travail, ben, si ça travaille, hein, c'est le terme du travail, c'est-à-dire que voilà, ça frotte, ça quelque chose, il se passe quelque chose, c'est certainement que ça provoque aussi, il y a un animateur de France Culture qui disait s'il n'y a pas de friction, il n'y a pas de plaisir. Oui, bon. S'il y en a trop, ça fait mal, mais il en faut un peu, sinon, pas d'intérêt. Donc générer des savoirs, il faut que ça travaille. Le travail, ce n'est pas forcément un emploi. L'emploi, c'est souvent signe de désœuvrement, alors que le travail, c'est impossible d'être désœuvré dans son travail, parce que du coup, ça veut dire qu'on ne travaille plus. Et là, forcément, il y a un problème. En préparant cette keynote, alors juste un mot peut-être là-dessus, la figure de l'amateur. Il y a une figure derrière qui est la figure de l'amateur qu'on retrouve dans craftsmanship, l'artisan. Je sais qu'aujourd'hui, l'amateur, ça signifie le charlot, celui qui n'est pas professionnel. Mais moi, chez Octo, j'ai l'habitude de dire, nous, on ne recrute que des amateurs, par exemple. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les amateurs, c'est parce que ce sont des gens qui aiment ce qu'ils font. Professionnel, j'en ai rien à foutre. Professionnel, ça veut dire à vendre, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux travailler avec des amateurs. Je n'ai rien à faire à travailler avec des professionnels. Je veux toujours travailler avec des amateurs, des gens qui aiment ce qu'ils font, qui essaient de l'améliorer, etc., qui sont des passionnés, etc. Et cette logique-là est une logique qui est un formidable antidote à tout ce qui est prolétarisation au travail, perte de sens au travail, etc. Travailler avec des amateurs et tout va bien. Finalement, aussi en préparant cette keynote, je me suis dit, c'est quoi DevOps finalement? Alors, ce n'est pas en temps réel, il y en a qui peut-être qui disent « Ah, t'es là !» Non, c'est une photo de l'édition précédente, je crois. Je crois que ces 3 jours, maintenant il en reste 2, c'est une vaste entreprise de déprolétarisation, au sens où on parle de désamiantage. Vous êtes là pendant 2-3 jours pour lutter contre cette tendance qui est « je perds des savoirs, je ne comprends plus ce que je fais, je n'apprends plus, etc. » Vous venez ici pour apprendre, pour partager, etc. Donc je pense que des événements comme ça sont très importants, précisément parce qu'ils contribuent à cette vaste entreprise dont nous sommes tous plus ou moins responsables. Il faut se prendre en charge, il faut que je me déprolétarise, c'est-à-dire qu'il faut que je cherche en permanence où sont les savoirs, où sont les saveurs, pour que je ne fasse mentir Marx quand il disait « tous prolétaires ». On l'est tous un peu, on n'y échappe pas, mais l'important c'est de ne pas le devenir totalement parce que là c'est le vrai désœuvrement. Et donc je vous souhaite pour les 2 jours à venir une bonne déprolétarisation et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci beaucoup pour cet moment. Donc maintenant, on va passer à notre deuxième invité qui va nous faire la joie de nous parler de la bienveillance en entreprise. Accueillons sur scène l'amiral Olivier Lajoux. Monsieur Lajoux. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez très très bien la problématique de la bienveillance, parce que vous avez servi pendant 38 ans à la nation au sein des différents services de la marine nationale. C'est ça? Oui. Amiral, vous ajoutez à vos nombreuses médailles le trophée de DRH de l'année en 2012 et aujourd'hui vous êtes président du cabinet de conseil RH BPI Group. Normalement, vous applaudissez. Oui. Vous avez la gentillesse de venir partager avec nous votre savoir et votre vision des choses sur le rôle stratégique et nécessaire de la bienveillance en entreprise. Des Voxiens, Des Voxiennes. applaudissons encore l'amiral Olivier Lajoux. Merci. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et ravi d'être là devant vous. Je n'ai rien préparé parce que si j'avais préparé quelque chose, je n'aurais pas été bienveillant avec vous ni avec moi, parce que j'aurais essayé de vous passer des messages un peu structurés. Et donc j'ai décidé de vous parler rien qu'avec ça. C'est quoi la bienveillance? C'est vouloir le bien de l'autre,
Mais vouloir le bien de l'autre, c'est impossible si on n'est pas bien avec soi. Alors je vais commencer par une petite parabole. C'est celle des porcs épics. Est-ce que certains, certaines voient quel est ce petit animal? Oui, j'imagine. Et est-ce que certains, certaines ont lu déjà cette parabole de Schopenhauer, les porcs épics? Non? Il n'y a que des gens normaux alors qui ne lisent pas les textes improbables. Dans un bouquin qui fait 350 pages, ce philosophe allemand qui s'appelle Schopenhauer, le bouquin s'appelle Le contrat social, eh ben, c'est pas facile à lire, mais il y a une petite pépite qui est celle des porcs épics. On est dans une forêt en Bavière, au cœur de l'hiver, il fait moins 35 degrés. Dans cette forêt vivent des porcs épics. Le porc épic, c'est un animal peu sociable, peu aimable. D'ailleurs, quand on se rapproche trop près de lui, on s'en souvient longtemps parce qu'il vous balourde ces petites piques qui ressemblent à des baguettes de Mikado, pour qui connaît le jeu du Mikado. Et donc là, comme il fait très très froid, chaque porc-épic se dit que pour survivre, il va devoir se rapprocher des autres. Alors ils se rapprochent les uns des autres. C'est une catastrophe absolue. 32 morts, 58 blessés graves, des fléchettes plantées partout, enfin l'horreur. Donc ils s'écartent. Mais à nouveau, au bout de 10-15 minutes, ils se rendent compte qu'il faut qu'ils se rapprochent pour essayer de survivre en partageant la chaleur. Alors à nouveau, ils se rapprochent, à nouveau, c'est pas terrible, il y a des blessés, machin. Bon. Ce genre d'histoire, si vous êtes un bon conteur, vous la commencez en début de dîner, puis vous allez les rapprocher comme ça 50 fois si vous voulez. Je vous promets qu'on ne va pas passer la keynote avec les porcs-épics. Et donc, jusqu'à ce qu'ils trouvent entre eux, dit Schopenhauer, cette bonne distance où ils se piquent suffisamment pour être amenés à prendre l'autre en considération, tout en partageant la chaleur de la survie. Cette bonne distance entre eux, on peut l'appeler celle de la courtoisie, elle est aussi celle de la performance parce qu'ils vont être capables d'être ensemble. Et pour être ensemble, il faut commencer par aller bien avec soi. Si on est plein de bobos la tête, on a du mal à vouloir le bien de l'autre. On a déjà du mal à trouver le sien. Et donc la bienveillance, ça commence forcément par un travail sur soi-même. Et ça suppose d'être capable de se libérer de toute une série de dogmes, de postures, d'obligations. On n'est pas obligé de s'habiller comme tout le monde nous dit de nous habiller, on n'est pas obligé de parler comme tout le monde voudrait qu'on parle. Rien n'est pire que de tenter d'être ce que les autres veulent que l'on soit. Et rien n'est pire que de tenter de vouloir que l'autre soit ce qu'on veut qu'il soit. Pour bien vivre en communauté, il faut que chacun soit bien à sa place et trouve cette bonne distance à lui-même et aux autres. Et ça, c'est le cœur de la bienveillance. Cette juste distance à soi et aux autres. Ni trop présent, ni trop absent, ni trop directif, ni pas assez directif. Construire en permanence ensemble ce qui va permettre de cheminer ensemble. Et donc la bienveillance, elle repose sur des choses assez simples, somme toute, il ne faut pas compliquer trop. C'est comment est-ce que je prends en considération l'autre? Comment je lui témoigne le fait que je respecte absolument sa présence? Comment je lui dis bonjour? Comment je suis attentif à ne pas le bousculer? Comment je respecte son tempo à lui, qui n'est pas forcément le nôtre? Comment on se met d'accord pour que ça marche bien? C'est vrai dans une famille, dans un couple, dans une relation parent-enfant, c'est vrai dans un groupe social, c'est vrai dans l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'on serait poli à la maison et discourtois au boulot? Comment expliquer qu'on n'ait pas cette attitude naturelle, empathique, sympathique, ouverte, de dire simplement bonjour? Et puis le jour où on ne va pas bien, de dire là, je ne vais pas bien, donc je vais faire la gueule, ne m'en voulez pas, je m'isole. Avoir l'honnêteté de dire quand on va bien, quand on ne va pas bien. Ensuite, c'est notre capacité à ne pas prendre au premier degré ce que les autres disent et font. Mahatma Gandhi a une très jolie formule. Il dit « Personne ne peut me blesser sans ma permission. » Personne ne peut me blesser sans ma permission. C'est top cette phrase. Soit je prends tout au premier degré, et systématiquement ce que l'autre fait ou dit me dérange, et je suis en conflit permanent. Soit je dis, mais finalement,
c'est sa façon d'être, de faire, de dire les choses. Ça correspond à sa culture, ça vient de plein... Voilà, chacune d'entre nous, dans cette salle, est unique, rare et riche de ses forces, de ses faiblesses, de ses talents. J'ai toujours refusé qu'on m'appelle directeur des ressources humaines. Pour moi, l'homme n'est pas une ressource. C'est une richesse, c'est une rareté, c'est une relation. Ne le confondons pas avec une ressource qu'on peut gérer. Et tout ce qui a été dit au précédent keynote est très juste, sinon on devient prolétaire. Et donc pour éviter ça, parce qu'après le bonheur au travail, ce n'est pas une notion très facile à décliner. La question est comment est-ce que je me réalise moi-même? Car chacune d'entre nous n'a qu'un devoir, c'est d'être dans sa vie. La vie, c'est un don extraordinaire. Quelle chance on a d'être en vie. C'est quand elle s'en va, brutalement, quand on perd un proche, quand on voit partir des proches, qu'on se souvient qu'elle est agile, fragile, qu'elle a une finitude. Et donc, on n'a pas le droit de vivre à côté de sa vie en ne se posant pas les bonnes questions de la bonne relation à soi, à l'autre. Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je le fais? Comment je m'y retrouve? Qu'est-ce que je mets derrière ça? Et donc, la bonne façon, c'est de se mettre dans cette posture où on est émerveillé chaque fois de découvrir l'autre, la rencontre, sa différence et la façon dont on va conjuguer nos talents et non pas les opposer. Le jeu d'échecs est sans doute le plus stupide des jeux, pardon pour les joueurs d'échecs, car il y a échec et maths. Le jeu subtil, le plus subtil des jeux, c'est le jeu de Go. Pourquoi? Parce qu'il laisse toujours des possibles. Il y a toujours moyen de trouver une solution. On n'est jamais totalement enfermé, ça n'est jamais perdu. Chez nous, les militaires, on dit un chef abattu est déjà battu. On ne bâtit rien de durable sur le négatif, que du négatif. Et donc, il faut aller chaque fois chercher ce qui est possible. Comment on va pouvoir trouver le chemin du dialogue? Comment on va pouvoir ensemble construire quelque chose? Aller de l'avant, ensemble. Pour ça, il faut se parler, s'écouter, et c'est tout ce qu'on lit dans tous les textes bien connus sur la bienveillance, le bien-être en entreprise. Donc c'est l'écoute active, le dialogue, la co-construction, et patali et patala. Oui, ça c'est beau, mais il y a une chose, c'est que ça vient de chacun et chacune d'entre nous. Ça ne peut pas se décréter. Aucune loi, aucun texte n'imposera la bienveillance. La seule façon d'être dans la bienveillance, c'est d'abord de la trouver vis-à-vis de soi-même, de s'apprécier, de s'accepter comme on est, de ne pas tricher avec ce que l'on est. Et donc, voilà, une fois qu'on a posé ça, on a posé l'essentiel, avec peut-être, finalement, c'est intéressant, quand on regarde comment vivent les peuples premiers, ils nous apprennent plein de choses. Eh bien, il y avait un peuple un peu ignoré, moins connu que d'autres, qui s'appelle le peuple des Toltecs. Peut-être que certaines d'entre vous ont entendu parler d'eux, parce que ça a été remis à la mode il y a quelques années. Ils ont des règles de vie très simples. La première, c'est que ta parole soit impeccable. Rien n'est plus dangereux que la parole. Elle peut être un glaive absolu. Qu'est-ce qu'on peut faire mal avec la parole? Vous pourrez googliser ça. J'ai la grande chance d'être acteur dans un James Bond. À la 27e minute de GoldenEye, je crève l'écran et je dis « Mesdames et messieurs, montez sur le pont supérieur pour assister à la démonstration de l'hélicoptère. » Voilà. Je vais donc passer une semaine à Monaco pendant le tournage de ce film, il y a de nombreuses années déjà, et je vais avoir la chance de côtoyer pendant quelques jours l'une des James Bond Girls, la grande brune qui est méchante dans le film, Xenia, de son vrai nom Famke Janssen. Et alors qu'on est en train de dîner, elle est mannequin, actrice internationale. Elle me dit d'une voix de petite fille, « Tu vois, Olivier, je n'ai jamais oublié le jour où papa m'a dit « Famke, tu ne seras jamais bonne à rien. » Waouh! 30 ans plus tard, elle se souvenait de ce glaive que lui avait planté dans le cœur son papa. Les mots que nous prononçons, ce que nous disons à l'autre, c'est essentiel de bien se poser la question avant de les laisser sortir. Qu'est-ce que je suis en train de briser? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire ce qu'on pense, mais la forme
de la parole est essentielle. On évitera tout rapprochement avec des paroles politiques de traviole. Ensuite, la deuxième chose, c'est ne te raconte pas l'histoire à l'avance. Souvent, on fait le scénario à l'avance, on a peur, alors on s'invente le pire, et on se met dans une posture négative. Et donc, on n'est pas dans la bonne relation à l'autre. Il ne faut pas se raconter l'histoire à l'avance, il faut être là, ici, maintenant. Il y a des peuples qui pensent que notre vision du temps, le triptyque passé, présent, futur, elle est complètement stupide. Et ils n'ont pas forcément tort. Si on regarde le temps, c'est comme une horloge qui tourne, c'est cyclique le temps. Ça tourne tout le temps. Et donc la vision du temps qu'avaient certains peuples dans le passé et qu'ont encore certains peuples aujourd'hui me paraît plus subtile que celle du temps linéaire. L'important, c'est d'être présent, là, ici, maintenant, et de se souvenir que probablement le futur est derrière nous. Le futur est derrière nous parce que ce que nous faisons là, ici, aujourd'hui, écrit le futur. Et donc, ne pas se raconter l'histoire à l'avance, ne pas se faire peur, c'est se concentrer sur là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Quelles conséquences ça a? Ça rend très responsable. S'il y a une RSE à vouloir, c'est de se demander, là, ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que ça a comme conséquence pour ceux qui seront là dans 200 ans? Comment l'imaginer? Et se dire, à vrai dire, j'en sais rien. Il faut avoir l'humilité et donc de faire de son mieux. Ça, c'est la troisième règle. Fais de ton mieux, là, ici, maintenant. Le mieux, ce n'est pas le meilleur, c'est pas... voilà. Et puis la quatrième, c'est de bien s'inscrire dans l'environnement global, de le prendre en compte. Et pour ça, de s'interdire de penser à la place de l'autre. Voilà, vous retrouvez tous les piliers que j'ai partagés avec vous autour de la bienveillance en vous passant un message simple. La bienveillance, c'est d'abord vous. Est-ce que vous êtes capable de vous aimer suffisamment pour pouvoir aimer les autres? Est-ce que vous êtes capable d'accepter l'autre dans sa différence? Est-ce que vous êtes prêt à accepter qu'il y a des milliers de possibles et qu'il n'y en a pas qu'un seul? Que rien n'est écrit à l'avance et que tout s'écrit en marchant? Et alors là, vous serez dans une posture qui vous aidera peut-être à être un peu plus bienveillant que ceux qui sont pleins de certitudes. L'ennemi de la bienveillance, c'est le dogme, c'est la certitude, c'est le « je sais ». L'ennemi de la bienveillance, c'est potentiellement l'expert savant. L'ami de la bienveillance, c'est la curiosité, la spontanéité, le laisser jaillir la vie. Voilà, et pour finir, le summum de la bienveillance, c'est sans doute cette capacité que chacune d'entre nous peut travailler en lui-même et que j'appelle l'humour. L'humour, pas celui qui peut être ironique, etc. L'humour comme un subtil mélange d'humilité et d'amour. De humilité, je me souviens que la vie est fragile, qu'elle est belle, qu'elle mérite qu'on y soit attentif, qu'on fasse tout pour la préserver, la rendre belle et vivre dedans. Et puis, du coup, amour, le our de amour, aimer le vivant, aimer ce vivant tellement étonnant, tellement émerveillant, merveilleux parce qu'il est capable de tout reconstruire, de tout réinventer. J'ai vu des marées noires, j'ai vu des villes détruites, tout revient, tout se rebâtit, tout se reconstruit. Aussi longtemps qu'on est convaincu qu'il n'y a rien de plus beau que la vie. Et ça aide à être bienveillant. Voilà, et donc je vous souhaite d'avoir cette démarche-là. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous souhaite une bonne fin de salon et une belle journée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup, Amiral. Merci aussi, Christian, pour les mots, pour me rappeler l'importance des mots. C'est toujours impressionnant quand même. Oui, un tout petit peu. Il y a plus de gens en plus qui ne sont pas là, donc ça fait un peu... Hein, je sais pas, je vois rien. Dévoxiens, Dévoxiennes, c'est la fin de notre première keynote. J'espère que vous avez apprécié cet échange. Écoutez, on va pouvoir reprendre des conférences un peu plus techniques. Puis on se revoit demain. Pour 3 keynotes, demain matin à 9h. Tout à fait. Ici. Donc à demain, profitez bien de la journée et bonne conférence.